Bonjour, bonjour à tous, rebonjour. Bon, je vais prendre mes marques un petit peu avec le micro, avec les limites. Ok. Eh ben, tout d'abord, merci d'être là à tous. Merci à Anne de m'avoir invitée pour cette soirée. Je suis vraiment très très contente. Merci aussi à Monsieur de la librairie Savoir-être d'avoir fait partie de cette soirée. Donc, on va commencer. J'aime bien commencer une conférence avec un mantra. Vous avez entendu parler des mantras, peut-être, ou oui ou non, ou bon, en tout cas, peu importe. Je vous dis tout de suite, c'est plutôt pour moi. C'est pour me calmer, c'est pour me connecter aussi à vous et puis me connecter à cette soirée. Et éventuellement, on en parlera un petit peu dans la suite. Donc, ça va être un mantra de paix qui s'appelle le Shanti Mantra. Je pense que ceux qui font du yoga peut-être le connaissent. Si ça vous dit de chanter, de chantonner, aucun souci. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts. C'est comme vous voulez. Moi, je vais fermer les yeux. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavati Tamastuma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Et quelque part, ce mantra, tout en nous connectant les uns aux autres par la force des vibrations, eh bien, est un souhait de paix, tout simplement. Shanti, vous avez sans doute entendu ce mot. Et c'est un souhait qui nous dit qu'on souhaite que ce qui va se produire, là, cette conférence ou un cours de yoga, en général on chante ça au début des cours, se passe dans la paix, apporte des bienfaits à tous et se déroule donc sans querelle. Voilà, donc c'est mon souhait pour ce soir. Et on va commencer. Alors, de pilote de ligne à yogini, effectivement, il n'y a qu'un pas et je l'ai franchi. Non, il n'y a pas qu'un pas, mais ça a été une longue histoire, vous vous en doutez. Je ne vais pas tout vous raconter. On va situer le contexte. Alors, on est déjà là. Voilà, le Shanti Mantra, c'est fait. Je vais prendre les lunettes. Ok. Donc, je situe le contexte, en fait. Après avoir... on va se placer dans les années 98, par là, 98-99. J'ai autour de 39 ans, 40 ans à peu près. J'approche la quarantaine. Et j'ai déjà volé depuis... je suis déjà pilote depuis 10-12 ans. J'ai été pilote pilote instructrice sur des petits avions. Et puis, beaucoup aussi... pilote de brousse en Guyane, sur les Caraïbes, dans des petits avions. Bref, je me suis éclatée, on peut dire, dans des situations qui étaient un peu comme des rêves qui se réalisaient pour moi. Vivre un peu à la façon de Mermoz, qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai découvert l'aviation. J'ai découvert l'aviation à 27 ans, donc c'est pas du tout un rêve de petite fille. Hein, c'est venu très tard. Bref, j'arrive donc à la quarantaine. Après les petits avions, j'ai fait le pas vers les Boeing. Je me suis payé une qualif Boeing 737 pour aller, comme on dit, jouer dans la cour des grands. Et je trouve un job en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je trouve un job en Nouvelle-Calédonie et on arrive à la slide suivante. Donc, en Nouvelle-Calédonie, c'est encore un nouveau rêve qui prend une ampleur encore plus énorme. Je me retrouve à l'autre bout de la planète. Tu vois pas bien, peut-être, ça va. Et c'est une zone qui m'a toujours attirée, l'océan Pacifique, etc. Je suis en Nouvelle-Calédonie, je vole sur un avion doré, j'ai des galons dorés, je me régale de cette vie. Et en plus, je gagne un argent fou, une paye dorée. Mais pourtant, je pleure tout le temps, je suis triste, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que
c'est que en fait, depuis que j'ai commencé ce métier de pilote, enfin même depuis ma jeunesse, j'ai eu la sensation d'avoir débarqué dans la vie sans vraiment de moyens pour gérer cette vie. Alors oui, j'avais des diplômes de ceci, de cela, mais au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau des histoires de vie, tout simplement, des histoires d'amour, hein, entre autres, ou des histoires de job qui se passent mal, ou toutes ces choses de vie, je ne savais pas gérer, et surtout, eh bien, un tas de souffrances me tombaient sur la tête, et moi, j'étais désemparée. Donc, au fur et à mesure de mes voyages, heureusement, disons, l'aviation jouait un petit peu le rôle d'un exutoire, et puis j'avais quand même cette soif de découverte qui m'a, finalement, l'aviation combinée aux découvertes de la planète, ont quelque peu, enfin, j'avais l'impression que ça mettait mes souffrances en repos ou en répit. Je pensais même que ça les guérissait. Et évidemment, ça n'était pas possible, mais ça, je l'ai découvert plus tard. Et donc, en fait, j'arrive en Nouvelle-Calédonie, et là, c'est carrément évident. Cette vie ne peut plus durer éternellement comme ça, puisque je suis trop mal à l'intérieur de moi. Et j'ai mal partout. Je n'arrive même plus à piloter l'avion tellement j'ai de tension. Et c'est là que une très gentille kinésithérapeute me propose de faire du yoga. Et franchement, je la regarde avec de grands yeux parce que c'était la dernière chose que je voulais tenter. À cette époque, j'étais comme une fusée, il fallait que je bouge dans tous les sens. Quand je déménageais, c'était d'un continent à l'autre. Mais bon, elle me propose de faire du yoga et j'étais tellement mal qu'en fait, j'y suis allée. Et là, immédiatement, le gros flash. Même si je n'ai pas fait grand-chose car je ne suis pas restée longtemps en Calédonie, il y a eu quand même cette ouverture qui s'est tout de suite faite et qui m'a fait sentir que derrière les quelques postures que j'avais essayées se cachait en fait un univers. Et là, c'était vraiment le tout début d'une porte qui s'ouvrait. Et en fait, non seulement cette porte s'ouvrait, mais elle ouvrait sur un univers qui me semblait connu. Et là, il faut que je vous dise aussi que depuis que j'étais toute petite, je percevais des choses que d'autres ne percevaient pas. Alors, ce n'étaient pas des choses extraordinaires, mais je pouvais parler aux arbres, je les sentais qui vivaient de l'intérieur, je sentais leur conscience. Je ne savais pas mettre de mots dessus, mais pour moi, tout l'univers était vivant, conscient, et c'était une évidence. Et en plus, au milieu de ma tête, je sentais quelque chose qui vibrait, et cela me faisait percevoir le monde comme au travers d'un voile. C'était pas tout le temps là, mais bien souvent, j'avais l'impression que tous les gens portaient des masques et qu'en fait, derrière les masques se cachaient des choses invisibles, mais que parfois, je pouvais voir. Et justement, je pouvais les voir, mais je ne pouvais en parler à personne, parce que si toutefois j'évoquais ce genre de choses, on me disait « mais ça va pas, non, t'es folle, t'es tarée, etc. » Donc, en fait, pendant toutes ces années, je gardais ces sensations en moi, ces perceptions. Il y a même eu des choses complètement hallucinantes que j'ai pu voir en avion. Mais je ne pouvais jamais parler à personne de tout ça. Or, là, je découvre avec le yoga, alors ça s'est pas fait le premier jour, mais en fait, rapidement, j'ai ressenti qu'en fait, le yoga me reconnectait à ce monde qui existe réellement. Un monde derrière un voile. Je vais découvrir peu après que ce voile même, il a un nom. Il s'appelle Maya, l'illusion. Vous avez peut-être entendu parler de ça, hein, probablement. Et donc, quelque part, cette rencontre me met déjà un baume dans le cœur, m'apaise grandement, même si ça ne solutionne pas tout. Et voilà, je me sens à la maison, et même ce signe, qui est le signe Om, vous le connaissez? Ouais, même ce signe, je le connais déjà. Et justement, avant d'aller plus loin, qui fait du yoga ici? J'en connais certains, tout le monde? Tout le monde, pas tout le monde, ok. Quand on parle de Om, ça parle un petit peu.
les mantras, un petit peu. Bon, de toute façon, il y aura des questions après la conférence, donc on verra. Mais je continue dans la lancée, et s'il y a des trucs sur lesquels vous avez besoin d'explications, on verra ça après. Non, quand même, je veux bien vous demander un truc. Pour vous, c'est quoi le yoga? Ceux qui veulent s'exprimer, celles. Si vous voulez. Anne? D'accord. C'est Stéphanie, c'est ça? Non, c'est pas Stéphanie. Ah voilà, le micro, ça sera mieux. Oh, mais c'est pareil. Pour moi, le yoga, je relie vraiment ça à la spiritualité. D'accord. Tout de suite, c'est le mot qui me vient. Super, voilà. Ok. D'accord. Anne, tu voulais dire quelque chose? Pour moi, ça serait plutôt une philosophie de vie. Voilà, simplement un cheminement. D'accord. Pour moi, ça serait une connexion au divin par le physique. Ouais, ok. Et par exemple, le mot yoga. Le mot yoga. Qu'est-ce que ça veut dire? Non? Bon, on verra après alors. Je ne sais plus où on en est là. Alors, ouais. Le mot yoga. Le mot yoga, en fait, ça veut dire union. Tout simple, hein, le mot yoga. Ça veut dire union. Après, union de quoi avec quoi, de qui avec qui, on va laisser ça en suspens. En tout cas, là, je viens de rencontrer le yoga, je continue un petit peu dans mes aventures, et je me sens comme à la maison, et malgré la continuation de mes voyages, là j'étais en Calédonie, je vais aller en Belgique, je vais aller en je sais plus où, à pas mal d'endroits, le yoga est toujours avec moi, et ça y est, enfin, la pratique de yoga est devenue quotidienne. J'ai beaucoup plus conscience de mon corps, de ma vie, etc. Mais il se passe pendant ces années 98, 99, 2000 beaucoup de choses. Je change d'endroit sans arrêt, aussi dans ma famille. Il se passe encore des drames. Mais surtout, je décide de réaliser ce grand rêve qui me taraudait depuis mon enfance, c'est d'aller vivre en Australie. En Australie, donc à ce moment-là, je quitte tout. En fait, je n'avais rien. Enfin, si, j'avais quand même une maison dans le sud-ouest de la France, mais là, donc, je décide de couper vraiment les ponts avec l'Europe, avec la France, avec ma famille également, tellement le besoin d'aller à l'autre bout de la planète était vital, était urgent. Et là-bas, comme je décide d'y vivre, eh bien, je décide carrément tout, c'est-à-dire passer les licences australiennes pour pouvoir voler là-bas, chercher un job que je trouve à Brisbane. Et tout ça, ça prend un certain temps. Disons 7-8 mois, j'y arrive, je sais plus, dans les années 2000, voilà, c'est ça, fin 2000. Et parallèlement à cette installation que je construis de mes mains, si on peut dire, dossier d'immigration, qu'est-ce qu'il y a encore? Les licences australiennes, je loue une maison, j'achète un super grand break, je visite l'Australie, etc. Bref, je m'installe pour toute ma vie. Mais comme le yoga est déjà dans mes valises, j'ai aussi des cours de yoga. Donc je trouve des centres de yoga où je me rends assidûment. Et un jour, je découvre qu'un séminaire de yoga va prendre place à Melbourne, dans le sud de l'Australie. Étant totalement libre parce que si j'ai trouvé un job à Brisbane, mon processus d'immigration n'est pas terminé. Donc, le chef pilote de la compagnie Solomon Airlines, qui a bien voulu m'embaucher, est aussi suffisamment aimable et suffisamment bienveillant pour attendre que mon visa d'immigration soit effectivement validé et ensuite je débuterai dans cette compagnie. Donc je suis vraiment comblée, tous mes rêves se réalisent, tous mes projets se réalisent et je continue ma pratique de yoga dans un centre de yoga. Et donc je découvre ce séminaire auquel je me rends parce que la photo du Swami qui est invité à ce séminaire quand même m'interpelle, ses yeux noirs, perçants,
j'ai l'impression qu'il me perce à jour. Et puis, surtout, lorsque je lis ses livres, j'ai l'impression qu'il parle exactement de toutes les questions que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, je me dis ni une ni deux, hop, je prends un avion, je vais à Melbourne, je me retrouve à l'ashram de Rocklin, près de Melbourne. Et au moment où arrive ce swami, eh bien là, il se passe un électrochoc cosmique. Je l'appelle comme ça, je ne trouve pas d'autre nom, mais même ça ne suffit pas. Il se passe vraiment une aimantation, quelque chose de fulgurant, qui fait que moi qui étais pilote de ligne, je vous rappelle quand même, j'étais pilote de ligne, fallait pas qu'on me parle ni de yoga, bon le yoga ça allait, c'était passé, mais il fallait surtout pas qu'on me parle de maître indien, alors là, surtout pas. Eh bien là, je vois ce maître qui arrive, et je suis restée scotchée, il y a un double de moi qui est parti vers lui, se prosterner à ses pieds. Et à cet instant-là, j'ai su que c'était mon maître spirituel, que je connaissais en fait depuis longtemps. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit après, parce que sur le coup, j'étais très choquée. Enfin, ça a duré je ne sais pas combien de temps, cet instant. C'était un moment vraiment suspendu, mais où quelque chose c'était l'évidence, c'était limpide, c'était du domaine de l'intuition pure, quoi. C'était quelque chose de très fort. Toujours est-il que j'ai suivi ce séminaire, j'ai reçu des initiations, etc. Et le lien était renoué. En fait, il y a eu une reconnexion avec ce maître spirituel. Et lorsque je suis retournée à ma belle maison de Brisbane, dans mon grand break, pour m'apprêter à commencer ce job de copilote Boeing 737 sur les îles du Pacifique, je me suis dit... qu'est-ce que je fais là? Enfin, il y a eu un grand schisme à l'intérieur de moi. Il y a eu surtout des nuits épouvantables, des nuits de terreur, de douleur, de conflits colossales, parce que une partie de moi, donc l'ego, j'avais commencé à comprendre, enfin à apprendre déjà comment je fonctionnais, notamment avec un ego colossal, et puis un mental, et puis des émotions, et puis tout un tas de choses. Des choses que je n'étais pas, mais qui me menait en tout cas par le bout du nez, et je voyais cet ego qui s'accrochait désespérément à tout ce qu'il avait construit, donc ce job en Turquie, ça c'est plus tard, ce job en Australie, et qui ne voulait pas lâcher. Et par ailleurs, parallèlement, il y avait un appel extrêmement puissant vers un inconnu terrorisant, terrifiant, qui s'appelait l'Inde, qui s'appelait l'université de yoga du Bihar, université dont le maître spirituel en question était le directeur. Et en fait, en quelques mois, là encore, il y a eu pas mal d'histoires compliquées, mais en simplifiant, en quelques semaines ou quelques mois, j'ai tout laissé en Australie et je me suis retrouvée en Inde, dans l'ashram université de Swami Niranjan. Je me retrouve en Inde et là, je vais commencer vraiment à découvrir la grande dimension du yoga. Il faut que je vous dise que dans mes idées de yoga, il y avait ça. Pour moi, c'était des fakirs sur des planches à clous. C'était à peu près ce que j'imaginais. Ou alors des gens qui faisaient rien toute la journée. Voilà. Mes idées sur le yoga étaient très, très farfelues. Et voilà. Ça va jusque-là? Ok. Je continue. Alors, c'est quoi le yoga, au fait, pour vous? On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc, je pense que je vais passer sur cette slide, à moins que vous ayez envie de dire autre chose. Ça va? Vous êtes bien calme, hein? Ok. Ouais. Non, ça va? Ok. Donc, je continue. En fait, me voilà à ce qu'on appelle l'université de yoga du Bihar. Est-ce que vous saviez qu'il existe des universités de yoga? Je ne parle pas à Sonia, parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît couramment, quoi. Et en fait, il en existe 2, je crois, ou enfin très très peu.
Et pour moi, ça offrait le cadre rassurant d'une université. Je vous ai dit, l'ego, il était terrorisé à l'idée de toutes ces choses-là, bizarres, et tout ça, et inconnu. Là, non seulement, alors c'est une université, donc c'est rassurant. Et je me sens à ma place, et surtout, je suis avec mon maître spirituel. Mon maître spirituel qui s'appelle un gourou. Vous connaissez ce mot, j'imagine ? Peut-être qu'il a une connotation pour vous un peu douteuse, je ne sais pas, ou alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Si vous voulez parler, non ? Silence. Ok, en tout cas, moi je précise, c'est aussi ce que je dis dans le livre, parce que c'est un mot qui est, à vrai dire, je ne le connaissais pas vraiment, ce mot, avant de me lancer dans tout ça, mais j'ai appris plus tard qu'en Occident, en tout cas en France, le mot gourou, que j'écrirais G-O-U-R-O-U, et que je prononcerai à la française gourou, il est très fort négativement connoté, associé à des sectes, associé à des trucs où on nous lave le cerveau, où on nous fait croire n'importe quoi, etc. Or, un gourou, avec l'accent un petit peu indien, que j'écrirai G-U-R-U, qui est plus proche, disons, de la translittération sanscrite. Il faut savoir ce que ça veut dire quand même. Imaginez donc le gourou français qui nous remplit le cerveau d'un tas de choses. Et maintenant, la signification du mot gourou, ça veut dire celui qui dissipe les ténèbres. Et c'est tout. C'est tout. Il ne met rien dans notre tête, il ne fait rien sur nous, rien. Il dissipe les ténèbres, c'est tout. Et en plus, il les dissipe si on le veut. C'est pas du tout si on est là, si on est... Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire de dissiper les ténèbres, à votre avis ? Les ténèbres de quoi ? Je vous mets sur la piste. Voilà. Les ténèbres de l'ignorance. Car, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait ce voile de Maya, je vous en ai un tout petit peu parlé, et en fait, ce voile, il est énorme, il existe, il est toujours présent, en tout cas quasiment 99% du temps, et ce voile de Maya crée une ignorance dans laquelle on vit. Ça veut dire quoi ? Le voile de Maya, il est créé par l'interaction de nos sens et de notre mental avec le monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue, dans notre corps physique. Et nos sens, vous savez certainement qu'ils sont fort limités. Je ne vois pas avec mes yeux tout ce qui est visible. Alors, ce qui est visible, mais que je ne vois pas avec mes yeux, je vais le qualifier d'invisible. Mais peut-être que des animaux le voient, ou peut-être d'autres gens. De même pour les oreilles, de même pour le nez, de même pour la bouche, etc. Bref, nos sens sont aussi sophistiqués qu'ils soient, c'est pas du tout un dénigrement, loin s'en faut, mais nos sens ne perçoivent pas forcément toute la réalité qui nous entoure. Et en plus, notre mental qui est comme un gros ordinateur, et là non plus, c'est pas du tout méchant, c'est juste assez proche de la vérité, disons, enfin, à mon sens, je parle pour moi, évidemment, c'est mon expérimentation de ces choses-là. Notre mental est une comment qualifier, un système extrêmement complexe, mais qui reste binaire, et surtout qui est programmé par un tas de choses. On va voir ça un petit peu plus tard, un petit peu après. Donc, le mental va interpréter ce que apportent les sens comme informations qui sont déjà réduites par la qualité réduite des sens, mais en plus, il va interpréter ces informations déjà fausses avec sa propre vision, avec son propre programme, etc., qui sera donc doublement erroné. Et tout ça, ça va créer un voile qu'on peut parfois percevoir, palper, qui nous éloigne de la réalité et surtout nous empêche de savoir ce que nous sommes vraiment.
je m'égare un petit peu, mais ça fait un petit peu, c'est-à-dire que tout ça, c'est très connecté. Ça nous empêche de savoir ce que nous sommes vraiment. Nous avons tendance à être identifiés à ce que nous apporte les sens comme information, à ce mental, à cet ego qui dirige notre vie, et nous pensons que nous sommes cela. Or, donc, nous sommes dans ces ténèbres, disons, sous ce voile d'ignorance. Or, à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre, vous le connaissez tous, puisque vous en avez parlé, l'aspect spirit, qui est là, mais que nous ne connaissons plus. Nous avons été quelque part déconnectés par ce voile de l'ignorance. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un petit peu complexe. Et je reviens aux aventures de découverte en Inde. À l'université de yoga du Bihar, je découvre dans un premier temps que non seulement les yogis ne sont pas des fakirs sur des planches à clous, mais qu'en plus, c'est pas des gens qui ne font rien de la journée, loin s'en faut. Voilà le genre d'emploi du temps qu'on avait. Lever 4 heures, 5 heures tout de suite des postures, petit déjeuner, du nettoyage, des cours magistraux, un repas, une petite pause de 30 minutes après le repas, et on repart, pratique de méditation, etc., cours magistraux, etc., action nettoyage. Et à 20h, boum, tout le monde dort, parce que des fois, il n'y a plus d'électricité d'ailleurs, donc, et puis surtout, on est levé depuis 4 heures, donc ça suffit. Voilà à peu près un emploi du temps à l'ashram université de Monguir, en tout cas à cette époque-là. On est dans les années 2001-2002. Et là, on va s'arrêter un petit peu sur quelques détails. Alors, je vais vous parler de donc, ce que j'ai découvert du yoga. Ça reste aussi très limité, hein. Mon mental à moi est limité, mais ça donne, disons, un petit aperçu, c'est tout, hein. Et voilà. Je vais vous parler dans un premier temps de ces matières, parce que vous voyez que 8h30 cours magistraux, 15h30 cours magistraux. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'en yoga, on donnait des cours magistraux. À la rigueur, qu'on fasse des postures sur un tapis, ok. Mais des cours magistraux? Eh bien, si. Des cours magistraux, en fait, ça va être, par exemple, j'ai pas tout mis parce que je ne me rappelle pas de tout, mais en gros, physiologie, écologie, anatomie, texte sacré, toutes ces choses vont être vues sous le prisme du yoga. Et notamment, je dis un petit mot quand même de la psychologie. J'étais très, très, très sensible à tout ce qui est psychologie suite à des drames qui ont eu lieu dans ma famille. Et là, j'ai compris que, pour tout vous dire, mon neveu s'est suicidé à l'âge de 17 ans. Et moi, je commençais juste le yoga. Je me suis dit, c'est pas possible, le yoga va pouvoir l'aider, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir le sauver. Je voyais bien qu'il partait dans un monde de mort. Mais moi, j'en étais à mes débuts de yoga, j'étais empêtrée dans tout un tas de choses et je n'ai pas su l'aider. Et là, quand je suis à l'université de yoga du Bihar et que je découvre l'aspect psychologique du yoga, là, je deviens vraiment convaincue que le yoga peut sauver, je vais peut-être pas dire 100%, mais peut-être 90% des troubles psychologiques, même graves, parce que on va parler en yoga déjà de différents niveaux d'existence, on verra ça un petit peu tout à l'heure. On va parler aussi de qualité de l'énergie, vous avez peut-être entendu parler de ça, la qualité rajas, sattva, et puis tamas. On va qualifier en fait beaucoup de choses qui dans lesquelles on vit, de notre environnement, ou alors je bafouille, dont nous sommes composés, c'est-à-dire que en fait le yogi a une connaissance de l'humain telle que non seulement le fonctionnement de l'humain lui est connu, mais en plus il peut expliquer les troubles et les réparer, les réguler, les soigner. Surtout, notamment avec l'histoire des chakras. Ce mot-là, c'est obligé, vous l'avez entendu. On ne sait pas forcément bien ce que c'est, mais ce mot, maintenant, il est partout, sur tous les réseaux, de partout. Mais les chakras, c'est très important dans le yoga. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du corps énergétique.
on n'est pas que ce corps physique, je pense que vous le savez tous, on n'est pas que ce corps physique, on va voir tout à l'heure un petit peu les différents niveaux d'existence, et entre autres choses, on a ce niveau énergétique. Niveau énergétique qui, en 2 mots, va s'occuper de recevoir le prana, l'énergie vitale, qui nous vient de l'univers, du cosmos. Le prana est partout. C'est peut-être même l'énergie du futur, ça on verra plus tard, un jour peut-être. Mais en tout cas, ce prana est partout, sauf que dans le cosmos, c'est un peu comme de l'électricité à 300 millions de volts. Il n'est pas directement exploitable par notre corps. Donc on a notre corps physique, notre corps énergétique qui va jouer un peu l'interface. Et les chakras seront l'interface entre le prana qui nous vient du cosmos, les roues qui sont donc ces chakras, centres psychiques, centres énergétiques, qui vont transformer le chakra du cosmos pour le diriger vers les centres de notre corps physique et des autres niveaux d'existence mentale, etc. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à la psychologie, c'est que ces chakras, vous savez bien vous avez dû entendre parler des 7 ou 8 chakras principaux le long de la colonne vertébrale. Et en fait, chacun de ces chakras gère non seulement une zone dans le corps physique, par exemple les organes génitaux, par exemple l'aspect digestif, l'aspect respiratoire, cardio, tout ça, etc. Mais aussi, ils vont gérer l'aspect psychologique de l'être. Et c'est là que le yoga a toute mon admiration, parce que finalement, toutes les postures, vous avez déjà expérimenté des postures pour ceux qui font le yoga, travaillent sur les chakras, ça on s'en rend pas trop compte, mais ça se fait tout seul. Et donc les chakras se régulent, se réharmonisent, ou quand il y a des blocages, se débloquent, etc., etc. C'est pas des choses qui se font comme ça en un claquement de doigts, mais ça se fait avec une sadhana, avec une pratique régulière, approfondie et bien guidée. Et en tout cas, de cette façon-là, en connaissant les qualités de l'énergie, en connaissant encore plein d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les psychologues sont tout à fait, ou les psychiatres sont tout à fait yogis, évidemment. Ça, j'en ai rencontré 2 quand même, des psychiatres yogis en Inde, qui sont des Australiens, justement, qui parcouraient le monde pour justement faire connaître ces choses-là. Eh bien, eux, ils soignent leurs patients avec des postures de yoga, avec des pratiques de yoga qui vont réaligner, réharmoniser leur chakra, leur niveau énergétique et soigner leurs troubles psychiques. Et voilà, donc ça a été pour moi une énorme découverte. Et donc, il n'y a pas que ça, il y a encore plein d'autres découvertes. Au niveau historique, là, je vais dire juste un petit mot. Je vais aussi regarder l'heure, ok. Un petit mot parce que c'est pas du tout ma spécialité, l'histoire. Je suis assez nulle, donc j'ai fait vaguement un petit tableau comme ça, histoire de. Le yoga, ça vient d'où? Alors, il y a plusieurs écoles. En théorie, on va dire, ça vient des Védas. Les Védas qui seraient un rassemblement de textes sacrés, Upanishad, Mahabharata, Bhagavad Gita, etc., qui aussi viendraient de l'hindouisme, une des premières, peut-être la première, la plus ancienne religion du monde. Mais il y a aussi des gens qui disent que le yoga est arrivé avec les hommes, les humains, qui ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que je suis? Où vais-je? Et les planètes, comment est-ce qu'elles tournent? Et pourquoi est-ce que le soleil brille, et la nuit, et le jour, et etc. Et pourquoi j'ai des émotions? Enfin bref, toutes ces questions, finalement, qui sont les questions que plein de gens se posent, questions existentielles. Et ces hommes, dès qu'ils ont commencé à se poser ces questions, eh bien, certains d'entre eux ont dû chercher des réponses. Et pour chercher des réponses, ils ont trouvé des moyens. Et en général, les moyens étaient des rituels. Par exemple, des rituels du feu, de se connecter à l'univers par le feu ou par des chants. Et on sait bien que dans toutes les tribus, dans toutes les peuplades anciennes,
eh bien, il y avait on peut dire, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais comment est-ce qu'on peut dire, des chamans ou des sorciers ou des guérisseurs, enfin pas guérisseurs, mais j'ai pas forcément employé le bon mot, mais en tout cas, il devait y avoir des gens, des sages, disons, c'est plus général comme ça, qui avaient déjà reçu dans des états de méditation avancée, qu'on n'appelait pas méditation évidemment, hein, je vous parle d'un ancien temps, mais ils avaient reçu une guidance pour rester connectés au cosmos, et finalement c'est ça le yoga. Hein, c'est aussi Sadhguru qui dit, alors encore d'autres petites versions, Sadhguru qui dit, oui, il dit, alors on a vu tout à l'heure que le mot yoga, ça voulait dire union. Donc, quelque part, pour moi, c'est un petit peu l'union c'est une reconnexion de soi, à l'être profond que nous sommes en réalité. Mais par là même, c'est une reconnexion à l'âme universelle, puisque mon âme là, eh ben, elle n'est pas toute seule, hein. Elle n'est pas isolée, elle est connectée à tout le reste, ça aussi on va le voir. Et par là même, comme tout est connecté à tout, eh bien en fait, cette union, on est avec le yoga, on est uni à soi-même, à l'univers et à toutes les créatures. Et pour moi, c'est ça le yoga, c'est une reconnexion à tout le vivant, mais à l'essence du vivant. Et donc, Sadhguru dit, et je trouve cette définition très juste pour le yoga, que finalement tout système qui permet cette union, cette reconnexion, peut être appelé yoga. Donc là, je pense, on ne peut plus large. Et voilà. Maintenant, le yoga que l'on connaît, nous, et qui est resté assez vivant en Inde, il est resté vivant en Inde grâce, par exemple, à Patanjali, donc on parlait tout à l'heure. Patanjali, qui se situe aux alentours des 500 après Jésus-Christ, si je me rappelle à peu près, qui, lui, a compilé dans un petit livret qui s'appelle les Yoga Sutras, 195 petites lignes, dans lesquelles il a condensé toute la sagesse du yoga. Et en fait, le yoga, alors vrai yoga quand même, on va préciser, qui est pratiqué en Occident, est basé encore maintenant sur les Yoga Sutras de Patanjali. Et voilà. Bon, je ne vais pas insister trop là-dessus. Le yoga permet à chaque être de développer son plein potentiel, justement parce que le yoga s'adresse à tous nos niveaux d'existence. Et c'est l'objet de la slide suivante. Et on va faire aussi le rapport avec l'emploi du temps. Vous vous rappelez l'emploi du temps en ashram? Il y avait des cours de posture, des cours magistraux, du nettoyage, il y avait des repas, des chants. Bon, il y avait plein de choses très diversifiées, hein, qui n'ont rien à voir avec un cours de yoga hebdomadaire, forcément. Et là, je découvre donc, il faut vous rappeler que j'étais pilote là, hein, je ne connaissais rien à tout ça, moi. Donc, je découvre qu'en fait, alors j'avais quand même compris que je n'étais pas que le corps physique, mais bon, pour le moment, j'en étais là. Et je découvre donc qu'on a plusieurs niveaux d'existence. Évidemment, ce schéma, c'est encore un schéma, c'est un schéma mental, donc on dira pas qu'on est comme ça, comme des œufs, mais ça nous permet, disons, de comprendre, de mentaliser, de se faire un petit peu une idée. C'est quoi ? Ah, déjà ? D'accord, mais on a commencé à 8h10. Je veux dire 7h10. Oui, tu fais bien. Tu fais bien, d'accord, mais j'ai ma montre là. Non, ben c'est que le temps. Hein. J'ai prévu jusqu'à 8h15, c'est ça ? 8h10, 8h15, on va voir. Ok, donc, ouais. Non, mais de toute façon, c'est bientôt fini. Non, pas tout à fait. Donc là, je découvre qu'on a différents niveaux d'existence et en fait, ce que je comprends là, c'est que notre emploi du temps, il était fait de différentes matières, chaque heure, disons, était consacrée à différentes voies de yoga qui agissaient sur nos différents niveaux d'existence, en gros.
hein, je pense qu'on peut résumer comme ça, les voies de yoga étant, par exemple, le Hatha Yoga, c'est le yoga qui utilise le corps physique pour atteindre l'union. L'union dont on a parlé tout à l'heure. Le Jnana Yoga, vous le voyez au troisième rang, au troisième, au milieu. Le Jnana Yoga, ce sera le yoga de la connaissance qui utilise la connaissance pour atteindre l'union. Et ainsi de suite. Le Jnana Yoga, par exemple, dans l'ashram, dans mon emploi du temps, c'était les cours magistraux. Là, on faisait travailler notre intellect, on essayait de comprendre des choses, etc. Là, ce qu'on fait, là, c'est un petit peu Jnana Yoga. On est dans notre intellect. On n'est pas dans les mantras, mais au début, c'était un petit mantra, etc., etc. Pranayama, Shatkarma, bon. Je détaille pas tout ça. En tout cas, ce que je comprends à ce moment-là, c'est que dans cet ashram, eh bien, les pratiques que je reçois sont en train de me transformer profondément, de réaligner mon être qui est profondément déséquilibré à tous les niveaux. Je vous passe les détails. Vraiment, autant physiquement que émotionnellement, etc. et psychiquement, je suis vraiment en mauvaise posture. Et là, le yoga me sort de toutes ces choses-là. C'est pas pour rien que j'ai appelé le titre de mon livre « Le yoga m'a sauvé ». Et là, c'est le début. C'est le début du sauvetage. Donc, je voulais continuer par rapport à notre place dans l'univers, c'est-à-dire que en apprenant toutes ces choses-là, je découvre que oui, je commence à prendre conscience de ma place dans l'univers. Et au niveau de notre place dans l'univers, je découvre aussi quelque chose de fascinant qui me nourrit encore maintenant. C'est les grandes lois de l'univers. Alors, de nos jours, on entend beaucoup parler de lois de toutes sortes, mais là, ce que j'ai appris, en tout cas ce que j'ai capté de ces choses-là, c'est que ces lois étaient des lois universelles dans le sens où elles sont là. Ce ne sont pas des lois créées par les humains. Ce sont des lois qui existent dans le système solaire, dans les galaxies, sur les planètes, etc., où l'humain n'a rien à voir là-dedans. Et donc, je voudrais quand même dire 2 mots de ces lois, juste 2 mots, et enfin 3. Mais je veux dire 2 mots parce que vous verrez à quel point, je pense, ces lois qui régissent l'univers, auxquelles toutes les créatures sont soumises, eh bien nous, en Occident, on est à l'envers. Et quelque part, là, quand j'ai appris ça, quand j'ai découvert ces lois-là, j'ai compris en fait pourquoi les sociétés occidentales fonçaient droit dans le mur. Quand j'avais 20 ans, quand j'avais même 15 ans, j'étais en colère, j'étais vraiment une rebelle, j'étais violente, très violente, parce que je n'acceptais pas la société dans laquelle je vivais, je n'acceptais pas les modèles qu'on me proposait. Et vraiment, j'ai été très dure avec mes parents. Mais bref, je voyais vraiment toute cette société foncer droit dans un chaos. Or, j'en ai eu l'explication. Nos sociétés occidentales sont à l'envers des lois du cosmos. Et maintenant, on voit bien que l'Occident est complètement dans le chaos. En tout cas, 2 mots là-dessus. Première loi, la loi du dharma. Vous avez dû entendre ce mot probablement. Hein? Dharma, ça vous dit quoi, par exemple? Timide, non? Vous voulez pas dire quelque chose? D'accord? D'accord. Bon, de toute façon, je ne vais pas aller très profondément dans ces détails. Je ne suis pas non plus experte là-dedans. Mais disons qu'en 2 mots, le dharma, ça serait quelque part comme les piliers de l'univers. Ce sont des lois qui tiennent l'univers en cohésion. Un exemple, les planètes qui tournent comme ceci, comme cela, elles ont des règles. Elles tournent avec la gravité, avec je sais pas quoi, l'attraction, tout ça. C'est très compliqué. Tant qu'elle tourne comme ça, tout va bien. Imaginez une planète qui tout d'un coup se dit oh bah tiens, je vais tourner dans l'autre sens. Elle tourne dans l'autre sens. Et qu'est-ce qui se passe? Big chaos. Tout le monde se s'entrechoque. Donc, tant que chacun reste dans son rôle, dans un rôle qui lui a été attribué par son existence même, eh bien, on est dans le dharma, on est dans un mode d'existence fluide.
Mais si des gens se mettent hors de leur rôle, imaginez une girafe qui voudrait devenir ver de terre. C'est juste pas possible, parce qu'elle peut pas. Un ver de terre ne peut pas devenir un lion. Chacun, le lion, il a son dharma de lion. Il peut, quand il voit une souris, il va rugir parce que c'est son dharma. Il peut pas aller caresser la souris, sauf dans les dessins animés peut-être, mais je sais pas. Et donc c'est un petit peu comme si on avait un rôle, une place dans l'univers. Et ce dharma existe aussi au niveau individuel des humains. Et peut-être que vous ressentez ça des fois quand vous vous sentez à votre place ou pas. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est pour vous donner donc une idée de ce qu'est le dharma. Peut-être que vous pouvez quand même subodorer, comme on dit, que quelque part nos sociétés occidentales sont complètement adharmiques, c'est-à-dire à l'envers du dharma. Pour le moment, il n'y a plus rien qui est en cohésion par rapport à l'univers. Il n'y a qu'à voir l'état de notre planète. Il suffit de ça pour voir, mais bon. 2 autres lois très importantes. L'impermanence. Moi, quand j'étais petite, je croyais que tout durait toute la vie. Que voilà, l'amour, ça durait toujours, que tout ça, ça durait toujours et tout. Et puis quand ça s'arrêtait, j'ai pleuré. Et oui, parce que en fait, tout est impermanent, c'est une des lois de l'univers. Et quand on sait ça, on est apaisé. On sait que les choses vont et viennent selon des cycles et une naissance, une vie, une dissolution, une renaissance, etc. C'est juste comme ça. Il n'y a pas de jugement, mais c'est comme ça. Une autre loi hyper importante, l'interconnexion. L'interconnexion, je pense que de nos jours, on commence à sentir ça. C'est un petit peu dans la tendance. L'interconnexion, elle est. On a vu tout à l'heure qu'on avait différents niveaux d'existence. Alors effectivement, si côté physique, on n'est pas vraiment connecté comme ça, sauf quand on se donne une poignée de main ou un bisou, ou quand on a des relations plus intimes, mais au niveau énergétique, par exemple, rien que ça. On doit pouvoir sentir, on respire le même air, là, dans cette salle, on respire le même air. Donc, les mêmes microbes. Mais en tout cas, déjà, là, on a une certaine connexion. Et puis, les pensées, donc le niveau mental. Les pensées ne sont pas dans le cerveau. Les pensées voyagent des uns aux autres. Ça vous est certainement déjà arrivé tout d'un coup de penser à quelque chose et peut-être quelqu'un pensait la même chose que vous au même moment. Ça arrive, ça, c'est des choses qui sont très courantes. Des scientifiques qui sont chacun à 2 bouts de la planète, c'est arrivé à une époque, à plusieurs époques où il n'y avait pas Internet, je parle des anciennes découvertes physiques. Ils captaient, ils ont découvert des choses en même temps, sans connaître l'existence de l'autre. Donc, toutes ces choses-là, ça dénote une certaine connexion, interconnexion, et alors que dire du niveau psychique et du niveau spirituel. On a vu tout à l'heure que les âmes sont toutes connectées, le niveau psychique est encore plus connecté, parce que tout ça, c'est une question de vibration, de résonance. Je ne vais pas rentrer dans le domaine technique de ça, c'est juste une loi que j'ai donc apprise à ce moment-là. Et la dernière sur laquelle je vais un petit peu m'attarder, parce qu'elle est importante à mon sens, c'est la loi du karma. Je pense que vous en avez tous entendu parler aussi, le karma, tout ça. On en parle beaucoup en ce moment, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Là aussi, that is the question. Donc, la loi du karma. Je vais essayer de faire bref. La loi du karma, on l'appelle en français la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. Et pour la capter, j'essaye, c'est pas évident. Imaginez une toile ou un filet immense, avec des mailles de toutes sortes partout, qui flotte comme ça dans l'univers, aussi grand que l'univers. Et en fait, nous sommes tous connectés, on vient de le voir, et imaginez que toutes les créatures de l'univers soient des mailles de ce filet, des petits nœuds de ce filet, ou peu importe, des trucs là, sur ce réseau, sur ce network.
quelque part, les scientifiques quantiques sont en train de découvrir ce genre de choses. Hein. Ça ne sera même pas un filet, ça sera un espace tridimensionnel, mais peu importe. Imaginez donc ce filet et toutes les créatures interconnectées, donc accrochées, si on peut dire, à ce filet. En fait, le karma, ça veut dire que alors oui, le mot karma. D'abord, le mot karma, faut bien savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire action, mais au sens extrêmement large. En fait, ça veut dire mouvement. Ça veut dire tout ce qui bouge dans l'univers. Donc tout, sans exception, est karma. Si je fais ça, c'est karma. Si je bouge le micro, c'est karma. Cette conférence, c'est karma. Tout, du plus infime mouvement, est karma. Mais karma, c'est plus que ça. C'est le mouvement en soi, l'action, si on peut dire. Le mot n'est pas très approprié, mais ça fait rien. C'est donc le mouvement ou l'action et ce qu'elle porte ou ce qu'il porte en lui. Le mouvement et ce qu'il porte en lui. Ce qu'il porte en lui, c'est une conséquence de cette action. Toute action, tout mouvement porte en lui des conséquences, des effets, cause à effet. Et en fait, un karma, c'est ça. Imaginez, on est tous sur la grande toile, là, et il y en a un qui bouge la toile, tous les autres vont bouger. Par exemple, c'est juste un schéma très, très basique, mais imaginez un brin d'herbe. Un brin d'herbe immobile, il y a une petite goutte de rosée sur le brin d'herbe, il y a une fourmi qui est en train de boire de l'eau de la goutte de rosée. Rien ne bouge. La fourmi boit son eau, c'est du karma. Et puis tout d'un coup, le vent se lève. Le vent, c'est un mouvement, un karma, qui va avoir des conséquences. Conséquences, il va faire bouger le brin d'herbe. Un autre karma. Le brin d'herbe bouge. La fourmi glisse. La fourmi tombe. Elle se casse la patte. Un autre karma. La goutte d'eau tombe. La goutte d'eau tombe dans la terre, qui va irriguer, je ne sais pas quoi. Bref, tout ça, ce sont des enchaînements. Alors c'est ultra, attention, c'est ultra basique, simplifié ce que je vous dis, c'est juste des petites images. Mais c'est pour vous dire que karma, la notion de karma, déjà, c'est neutre. Ça, c'est vraiment un truc important à bien garder en tête. C'est neutre. On a souvent en Occident l'idée de karma, oh là là, c'est ton karma, c'est ton truc que tu portes là. Non, c'est pas ça du tout, le karma. C'est pas ça du tout. La loi du karma, c'est une loi de cause à effet qui est neutre. Et elle nous dit... Un autre exemple, en 2 secondes, parce qu'il est facile à comprendre aussi, et je l'ai vécu, donc c'était assez rigolo. J'étais avec mon neveu et ma sœur, donc la maman du petit garçon, 5 ans, 4 ans. On se promenait et il jouait avec des plantes, avec un petit buisson. Et puis à un moment, il prend une tige, donc il était à la hauteur du buisson, il prend une tige, il la tire un peu fort comme ça, et puis la tige, elle prend de l'élan, jdong, elle fait lang, et elle lui revient sur la joue. Oh, il crie un petit peu, il a un petit peu mal, il est un petit peu égratigné. Et sa maman, le réflexe, ah, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Et là, j'ai dit, mais non. Et d'une, le bon Dieu ne punit pas, c'est mon avis. Et de 2, c'est pas le bon Dieu qui l'a puni, c'est juste action, réaction, c'est tout. Il a tiré sur une branche, la branche elle est élastique, elle a fait un mouvement, c'est un karma, tout simplement, c'est la conséquence d'une action. Mais il n'y a pas le buisson, il n'était pas en colère contre le petit garçon, non. Donc ça, si on a ça en tête, je pense que c'est une bonne chose, c'est neutre. Et d'ailleurs, toutes les expériences de la vie sont neutres. Il n'y a rien qui est fait pour nous faire souffrir ou quoi que ce soit. Bref, à partir de là, on va voir ce que ça a comme influence sur nous et comment on peut changer ça, enfin peut-être un petit peu, si on a le temps, on va voir. Donc, conséquences sur nous, êtres humains, ça veut dire que... Ça veut dire que, étant là au milieu de la maille, par exemple, au milieu du filet, ce que je suis maintenant est finalement le résultat ou l'effet de causes passées. Vous voyez ça? Ça va? Ce que je suis maintenant est le résultat, l'effet de causes passées. Et les causes sont multiples.
Hein, on pense souvent que c'est une cause, un effet, une cause, un effet. Non, d'une part, c'est pas linéaire, et il y a 1000 causes. Si je suis là maintenant, c'est parce que, déjà, avec Anne, ça fait 6 mois qu'on prépare tout ça, et puis parce que avant, on avait peut-être pensé ceci, cela, et que Arcopole a bien voulu nous accueillir, et que Holistique et ceci, et que la librairie Savoir-être a bien voulu. Bref, il y a eu plein de causes qui ont convergé vers un effet, plein d'effets d'ailleurs. Bref, c'est pas linéaire tout ça, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni tout ça, c'est très très vaste. Hein. Et donc ça me dit, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Enfin, à mon sens, en tout cas, c'est ce que j'ai compris à l'époque. À l'époque où j'étais très en colère avec moi-même parce que j'avais fait beaucoup je croyais que j'avais fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, etc. Et notamment à propos de mon neveu, par exemple, que je n'avais pas pu aider, etc. Donc je m'en voulais terriblement, je me sentais coupable et ceci, cela. Mais là, j'ai compris avec cette loi que je ne suis que le résultat de choses passées et que ça, je n'y peux rien. Je n'y peux strictement rien. La seule chose que je puisse faire, c'est l'accepter. Et accepter ça, c'est déjà s'apaiser, déjà être en paix avec soi-même. Et pour moi, ça a été la première étape. Et en tout cas, ensuite, par contre, on va pouvoir agir. Puisque connaissant cette loi qui marche depuis les choses passées jusqu'à l'instant présent, elle marche évidemment aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce que je fais maintenant, ce que je pense maintenant, tous ces karmas qui agissent, qui sont là maintenant, auront des effets dans le futur. Et là, comme je le sais maintenant, je vais peut-être pouvoir agir, ou en tout cas faire attention à ce que je fais, attention à ce que je dis, en me disant que ça aura des conséquences sur le futur. Ça va? Est-ce que c'est clair à peu près? Ouais. Bon. Et bon, alors ça, tout ça, c'est la loi de cause à effet. Pour le moment, on reste enchaîné à cette loi et on est enchaîné à cette loi. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais simplement vous dire que dans le yoga, il y a une pratique qui s'appelle le karma yoga, qui est absolument très peu connue, sauf des gens qui sont allés dans des ashrams, dans des centres de yoga. Elle est très peu connue parce que, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Elle n'est pas très attirante et puis c'est très difficile. En tout cas, elle consiste en quoi? Elle consiste justement à... En fait, dans notre emploi du temps, vous avez vu qu'il y avait des moments où on faisait du nettoyage, on faisait des actions de nettoyage, balayage, des trucs comme ça. Quand on voit quelqu'un faire du nettoyage dans un établissement, quand on le voit de l'extérieur, on peut penser que c'est un agent du nettoyage, on peut penser que c'est peut-être un volontaire qui est venu là pour aider, etc. Et pour un karma yogi qui fait ce genre de choses, on peut penser exactement la même chose. De l'extérieur, aucune différence. Pourtant, à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Le karma yoga, en fait, c'est de la méditation en action. C'est-à-dire que le yogi qui fait telle ou telle action a conscience déjà de chaque geste qu'il fait, de son action, et il a conscience que cette action, finalement, c'est, dans la loi du karma, des actions qui vont générer des conséquences. C'est normal, c'est la loi du karma. Mais là où il y a une différence, c'est que le karma yogi ne va pas être attaché au résultat de ses actions. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Je reviens à la slide précédente. Quand je suis, c'est peut-être même pas cette slide, mais plutôt la maille, là, plutôt, enfin, l'idée que vous avez pu vous faire de cette loi universelle du karma qui est neutre, qui agit dans l'univers à tous les niveaux, eh bien, chaque karma, chaque action crée des effets. Chaque cause crée des effets. Et tout ça, ça crée ce qu'on appelle du karma. Alors, cette fois, l'accumulation de karma, ça aura un autre sens. Alors, c'est un petit peu confus peut-être, mais il y a la loi du karma, il y a le karma en tant qu'action qui donne des effets. Et puis, ces effets, finalement, ce sont les choses que nous attendions de nos actions. Quand on planifie une action, quand on planifie une conférence, on se dit, on a envie que cette conférence soit réussie, on a envie que les gens soient contents, etc. Donc, on planifie quelque chose en fonction d'un résultat attendu. Et
si le résultat espéré est effectivement réalisé, tout va bien, on ne se rend pas compte de grand-chose. En revanche, si le résultat espéré n'arrive pas, c'est là qu'on va pouvoir se rendre compte à quel point on avait des attentes. Et en fait, toutes ces attentes créent ce qu'on appelle le karma. Le karma que je peux, alors en simplifiant, et c'est vraiment des images qui m'ont permis de comprendre un petit peu ces choses-là, je vois ça un petit peu comme des cailloux qu'on a dans un sac à dos, qu'on trimballe, ou je sais pas, ou quelque chose qu'on trimballe avec nous, quoi. Quelque chose qu'on met dans un sac et qu'on trimballe avec nous, parce que tous les résultats de nos actions ne sont pas forcément finalisés, digérés. Un truc tout à fait concret. Non, ça va pas aller. Est-ce que c'est pas trop embrouillé? C'est pas évident. Hein. Non, mais vous pouvez me dire. Hein. J'arrête là et puis ça va. Ouais. Je veux pas parler de ça trop longtemps parce que de toute façon, le karma yoga, il est une chose certaine, c'est que on le comprend quand on le vit de l'intérieur. C'est quelque chose que même à expliquer est très difficile à expliquer. Toujours est-il que en yoga, le karma yoga nous permet de sortir, en tout cas un petit peu, de nettoyer ces karmas que l'on accumule. Des karmas, si, quand même, une petite anecdote qui est très bien racontée. Alors, c'est pas à propos du karma, mais je trouve que ça illustre très bien. Dans un polar de Fred Vargas. Vous connaissez probablement, ouais, plus ou moins. Bon. Dans un polar de Fred Vargas, elle parle d'Adamsberg, le policier, qui a un voisin, un Espagnol, un vieil Espagnol avec lequel il prend l'apéro le soir, etc. Et lors d'une discussion, alors le vieil Espagnol, il a un bras en moins, il a perdu son bras à la guerre. Et Adamsberg voit toujours le vieil Espagnol en train de gratter son bras là où il n'y a plus de bras. Il gratte son avant-bras, mais en fait, il n'y a plus de bras. Et quand même, il lui dit, mais pourquoi tu grattes ton bras tout le temps? Là, il n'y a plus de bras. Et l'Espagnol, il lui raconte ça. Il lui dit, écoute, en fait, avant de partir à la guerre, j'étais dans mon champ, tout ça, et je me suis fait piquer par une guêpe. Et alors, la blessure a été vraiment envenimée, elle ne s'est pas guérie et tout ça. Et là-dessus, j'ai été appelée à la guerre, j'ai été blessée et on m'a coupé le bras. Vous voyez le rapport ou pas? Bon, c'est pas évident. En fait, le rapport, c'est que la piqûre de guêpe n'était pas guérie. La piqûre de guêpe, c'était un karma, comme un autre. Hein. Elle n'était pas guérie. Or, on lui a coupé le bras avant que la piqûre de guêpe ne guérisse. Ça veut dire que c'était pour illustrer un résultat d'action non résolu, non fini, non terminé. C'est pas réglé. Si sa piqûre de guêpe avait été guérie, cicatrisée et tout ça, qu'on n'en parle plus, ok, on lui aurait coupé le bras et puis voilà. Mais là, il y avait encore ce truc qui restait. En fait, les karmas dont on parle quand on dit c'est ton karma, machin, ce sont des choses qui ne sont pas réglées dans nos vies. Par exemple, des relations. Imaginez quelqu'un s'engueule avec son papa et le papa décède sans que le fils ait pu apaiser la relation avec son père. Ça, voilà, ça va créer un karma très fort. En tout cas, si le fils se sent pas bien, il va se sentir pas bien. Il aurait voulu peut-être apaiser la relation avec son père avant que celui-ci décède. Et en fait, le fils va porter quelque chose de pas résolu. Un peu comme cette piqûre de guêpe qui n'est pas guérie. Et en fait, on a tous des choses comme ça. Alors, il y a des choses un peu grosses, comme le décès du papa avant que les choses soient réglées. Mais c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est sans arrêt des histoires de karma. Alors, il y en a qui se résolvent, il y en a qui sont insignifiants, et puis il y en a qui sont lourds, très lourds. Les histoires entre parents, c'est en général très lourd. Entre parents, enfants, conjoints, etc. Quand les choses ne sont pas réglées, ça reste. Et tant que ça reste, ça veut dire que quand on décède, eh bien en fait, alors ça c'est la philosophie du yoga, l'âme va partir avec ce karma non résolu,
et se réincarner pour vivre à nouveau des expériences qui vont lui permettre de régler ce karma. Donc remettre l'humain en situation avec d'autres humains, d'autres humains ou animaux, enfin peu importe, hein, ça dépend des karmas en question, pour que se réveille cette situation, que ça fasse à nouveau écho et que les gens qui sont dans la situation solutionne ce karma. Alors ça se fait pas forcément du premier coup, mais c'est un peu comme ça. Vous avez certainement vécu des choses qui se répètent. Des choses qui se répètent dans nos vies. Moi, j'ai vécu ça plein de fois. Des histoires amoureuses qui se répètent et que ça se fracasse toujours de la même façon. Ou des jobs où on me renvoie illégalement, des injustices, des trucs comme ça. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas réglées. Et que la vie présente nous propose, la vie présente nous propose des expériences guidées par les âmes pour essayer de les régler. Bref, donc le karma yoga, ça va venir en aide par rapport à ce nettoyage de karma, dans le sens où on arrive à agir, à poser des actions sans être attaché aux résultats de ces actions, donc là, sans fabriquer de nouveaux karmas. Donc, ok, il y a encore les karmas passés qui sont pas finis de régler, probablement. Hein. C'est juste normal, c'est pas possible. Même les maîtres spirituels ont des karmas. Hein. Faut pas se faire trop d'illusions. On en a tous des tonnes et des tonnes, c'est normal. Mais le karma yoga va nous permettre de ne pas en rajouter. C'est déjà quelque chose. Ok, donc après ça, je crois que moi, ce que j'ai découvert là-dedans, en fait. C'est que le yoga, pour moi, est devenu une véritable science qui n'est pas encore comprise de cette façon-là, forcément. Mais je pense que les scientifiques quantiques s'en approchent rapidement. Et pour moi, c'est une science pour laquelle on n'a pas encore les perceptions pour tout capter. On disait tout à l'heure que nos perceptions sont extrêmement limitées. Et en fait, ce n'est qu'une affaire de perception et d'ouverture de conscience. Alors, le niveau des consciences de nos jours monte. Donc, tout ça va devenir, ça va vite, hein, l'évolution va vite. Mais nos perceptions peuvent être tout à fait purifiées, ouvertes, nettoyées. Et c'est même un petit peu un des objets du yoga. Et les poètes le disent. Par exemple, Rumi, qui est un maître soufi, peut-être que vous connaissez, Mevlana Rumi, plein de noms. Le corps est un outil pour calculer l'astronomie de l'esprit. Regarde dans ce laboratoire astronomique et devient océanique. Et là, on voit que... Alors oui, c'est poésie, mais ce qu'on peut noter, c'est que je regarde dans mon laboratoire. En fait, le yoga est une science dans laquelle le yogi est lui-même le scientifique, l'expérience, l'observer, l'observateur, il est tout ça à la fois. Et c'est là où, peut-être pas avec les quantiques, mais en tout cas, la science était un petit peu, je ne vais pas mettre ça, c'est pas la peine, était un petit peu, je ne vais pas dire à la traîne, mais bloquée quelque part dans un certain point, parce que pour les scientifiques sont encore au stade, où l'expérience est séparée. Mais non. La présence même du scientifique influe sur l'expérience. Le scientifique n'est pas séparé, il fait partie du champ d'expérience, il est le champ d'expérience. On l'a vu, ça fait aussi partie des grandes lois de l'univers. On est tous connectés. Donc, ce qu'il y a dans le tube à essai, dans l'expérience, dans le microscope, ça vibre aussi en fonction de ce que je pense, de ce que je cherche, etc. Et puis encore un petit mot. William Blake, qui dit que si nos perceptions étaient purifiées, l'univers nous apparaîtrait sous son vrai jour infini. Et je pense qu'on ne peut vraiment pas concevoir à quel point cette infinitude est juste colossale, justement parce que nos perceptions, notre mental sont très, très, très limitées. Mais voilà, on peut rêver et le yoga nous apporte de quoi rêver et de quoi réaliser nos rêves. Et voilà, en tout cas, moi j'en ai terminé. Et juste pour dire ça, pour dire que le yoga m'accompagne toujours. Alors je ne sais plus tenir cette posture, hein, bon, ça ne fait rien.
qu'il a répondu à beaucoup de mes questions et que voilà, maintenant je suis posée en Bourgogne, je transmets ce que je peux transmettre de ce que j'ai reçu. Et par exemple, voilà, encore un autre exemple du karma. Ce que je vis maintenant, je suis tranquille, posée avec mes chats en Bourgogne après une vie de tumulte dans tous les sens, avec aussi beaucoup de souffrance. Maintenant, je suis apaisée à tous les niveaux. Ça aussi, c'est un effet de cause passée. Et c'est un effet qui n'a rien de dramatique, loin de là. C'est pour dire que le karma, c'est pas toujours négatif, c'est même jamais négatif, c'est ni positif ni négatif, c'est neutre. Ça va ? Et ben voilà, j'en ai fini et je vous remercie. Ah oui, j'ai un petit peu dépassé du temps. Avez-vous des questions ? Par rapport au yoga intégral de Sri Aurobindo, comment se situe le yoga de ton gourou ? Je ne connais pas vraiment le yoga intégral de Sri Aurobindo, donc ça va m'être un petit peu difficile de répondre, mais peut-être que tu peux me dire... Il parle de tous les yogas, donc je pense que ça peut être assez proche. C'est-à-dire, il parle du karma yoga, du tantra yoga, du hatha yoga, et de tous les yogas. En fait, il dit pour lui, la vie, on doit tous évidemment travailler son yoga pour justement se reconnecter au divin par tous les moyens, et donc la méditation, la respiration, le travail. La connexion à soi-même, et donc il paraît que c'est le yoga le plus difficile à faire au monde et qui est difficile à comprendre aussi. Donc c'est l'école de Pondichéry. D'accord, oui, non, mais je pense que c'est très très similaire, hein, puisque là, moi, j'ai parlé donc de cet emploi du temps dans lequel on avait plusieurs voies de yoga, enfin des éléments faisant partie de voies de yoga, et des voies de yoga, il y en a encore d'autres. On a parlé du hatha yoga, il y a le bhakti, j'ai oublié, il est très important, le bhakti yoga, le yoga de l'amour. Par exemple, la soirée qu'on passait à chanter des kirtans, etc., c'est du bhakti yoga, ça développe l'amour, ça canalise nos émotions qui sont souvent, moi, c'était des volcans en éruption, mes émotions. Bon, voilà, tout ça, ça canalise et ça nous unifie les uns aux autres aussi. On a probablement tous connu ça, de chanter dans les concerts ou je sais pas trop quoi. Et donc oui, le bhakti yoga, le mantra yoga aussi, le jnana yoga, le hatha yoga, le karma yoga. Il y a aussi d'autres yogas que je connais pas trop, le laya yoga, ou il doit y en avoir encore d'autres. Nada yoga, le yoga du son. Le swara yoga, le yoga du souffle, enfin des nadis, et tout ça. Mais effectivement, et pour moi, c'est un petit peu comme des chemins qui mènent tous au sommet d'une montagne. Et alors, on peut effectivement prendre un seul chemin, mais à mon sens, ça va pas être aussi harmonieux que si on prend plusieurs chemins. Plusieurs chemins dans la même journée. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai apprécié beaucoup à cet ashram, c'est qu'on faisait plusieurs voies de yoga dans une même journée. Donc quelque part, ça développe notre potentiel humain à tous ces niveaux-là. Et probablement que ça doit être très proche. J'ai pas vraiment étudié l'enseignement de Sri Aurobindo, mais je sais qu'il est extrêmement vaste et puissant et profond et difficile aussi. J'ai des livres que j'ai pas pu continuer parce qu'ils sont waouh. Mais voilà. J'avais une autre question qui était qui est un peu différente, mais par rapport à ce yoga-là, il m'a l'air très humain, c'est-à-dire très dans le rapport humain. Donc ça travaille aussi sur la relation à l'autre. Ce n'est pas que de la non-dualité où on va se distancier de tout, on ne fait pas partie de l'expérience, au contraire. Vous faites l'aller-retour dans « je vais dans l'expérience » et au contraire, je suis un observateur de l'expérience. Oui, exactement. Et ce que j'ai appris, alors... là, je suis pas très très qualifiée là-dedans, mais ce qu'on m'a dit, enfin quand même, Sonia, tu vas dire aussi si je dis des bêtises, mais notre yoga fait partie des yogas tantriques, et en cela, il se différencie d'autres yogas
védique ou Vedanta, je sais plus très bien. Hein. Ouais, ok. Où effectivement, là, les yogis vont s'isoler plus dans l'ascèse, dans les austérités, dans les choses comme ça. Tandis que le yoga tantrique utilise l'expérience de la vie comme pratique de yoga finalement, et là on rejoint le karma yoga. Karma yoga, on apprend ça dans un ashram parce qu'il faut être vraiment guidé pour comprendre le processus et puis aussi pour supporter, parce que c'est pas évident, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Mais une fois qu'on a bien le processus en tête, qui est essentiellement, comme tu viens de dire, de se distancier en devenant le témoin de ce qui se passe à l'intérieur, et qui dit témoin dit que on arrive à traverser des tsunamis de ce qui se passe émotionnellement. On voit nos démons, hein, pour dire les mots, on voit des choses terribles sortir de nous. Mais comme on a acquis cette distanciation, cet état de témoin, on est beaucoup moins affecté. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on est bien guidé, on est témoin. Et donc, ça purifie, ça nettoie, on apprend à voir nos conditionnements et on apprend à changer et à adopter des attitudes plus appropriées, disons, notamment avec les yamas, les niyamas, par exemple, qui nous ont été aussi codifiés par Patanjali, qui sont des codes de conduite, disons, des guides. C'est pas des obligations, hein. Le yoga ne nous oblige jamais à rien, je pense que vous le savez. Le yoga nous donne des pistes, et après à nous de voir ce qu'on en fait, et voilà. Et les yamas, les niyamas sont justement des guides de relation de soi à soi, ou de soi et de soi au monde. Et en faisant ce travail intérieur de transformation, de nettoyage, et accompagné par les yamas, les niyamas, petit à petit, un prof de yoga me disait, en fait, on transforme nos négativités intérieures comme un compost. En fait, on les met dans un compost, et petit à petit, voilà, ça composte, et puis ça va nous permettre de nourrir un terrain pour faire pousser de belles fleurs, etc., etc. Et voilà. Donc oui, c'est un yoga tantrique ancré dans l'expérience. On peut être yogi et pilote d'avion. Pas trop longtemps. Sur un truc là ? Ah non, ça y est. Moi j'ai une question. Dans ton expérience turque, vu que tu étais dans la région d'Antalya, tu as dû, comme tu citais Rumi, oui. Est-ce que ça a fait lien avec ton expérience yogique, le soufisme ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou... Oui, complètement. Je suis pas spécialiste. Je suis pas spécialiste du soufisme, mais ce que j'ai vécu par rapport à ça, ça a été très très fort, dans le sens où donc quelque part, en gros, j'ai passé, pour situer, disons, dans la chronologie, j'ai passé pas mal, autour de 3 années en Inde, entre les ashrams et puis d'autres lieux, donc à être vraiment imprégnée dans le yoga, avec les maîtres spirituels et tout ça. Après ça, j'ai repris l'aviation. Et oui, pour reprendre l'aviation après 3 ans sans voler, il me fallait un gros entraînement, donc j'ai dû m'entraîner, etc. Et pendant que je m'entraînais dans un endroit tranquille en Bretagne, eh bien, j'ai eu un rêve étonnant. J'ai eu un rêve. Je vous dirai pas quoi. Non, j'ai eu un rêve étonnant d'une tour verte qui avait une couleur que je ne connaissais pas. J'ai pas mon foulard là, mais il avait une drôle de couleur, une tour verte. Et au pied de cette tour, il y avait un pommier et il y avait un homme qui dansait avec une grande robe. Et ce rêve, vous savez, des fois, on a des rêves très lumineux. Et ce rêve-là était un rêve comme ça, un rêve qui reste et qui m'est resté jusqu'à maintenant. Mais je n'ai rien compris. Moi, je me suis réveillée, j'étais un peu scotchée, mais sans plus. J'ai préparé mes trucs d'aviation, j'ai renouvelé mes choses et tout ça. J'ai obtenu un job avec la société Pegasus, une société donc turque. Je ne connaissais rien des Turcs et à cette époque-là, je cherchais du job en France. Ben non.
Donc, je suis partie avec les Turcs, mais pas en Turquie, pas tout de suite. Je suis allée d'abord en Algérie, voler avec les Turcs. Bref, je vous passe les détails. À ce moment-là, il y a eu une histoire d'amour qui s'est encore fracassée. Mais comme j'avais le karma yoga avec moi, ça s'est mieux passé. Mais surtout, cette histoire, c'est là que l'amoureux m'a fait connaître Rumi. Il m'a fait connaître Rumi, qui était pour lui un maître, il adorait ce maître et les poèmes et tout ça. Et il m'a envoyé des livres de poèmes. Et là, j'ai commencé à me plonger dans l'univers de Rumi et j'avais l'impression que ça résonnait. Enfin, c'était tous les poèmes que je lisais ça dans l'avion, c'était super. Et j'étais pâmée, quoi. J'étais pâmée d'amour pour ce poète et pour tout ce qu'il disait. Et une femme m'a dit un jour, Rumi parle à l'âme. Et en fait, c'est exactement ça. Et il raconte la quête de l'âme et aussi, pas que, oui, la quête, mais la quête éplorée et perdue de l'âme qui, arrivée sur le plan terrestre, arrivée dans l'incarnation, se sent perdue, se sent isolée, se sent coupée de sa source et se languit de la retrouver. Et je ressentais vraiment ça très, très fort. Et si fort que, après quelques tourniquets sur la planète encore avec les avions, eh bien, j'ai compris aussi, parce que j'étais malade à force de tourner en rond, qu'il fallait que je me stabilise. Et tout de suite, j'ai pas réfléchi, ça devait être la Turquie. La Turquie parce que, déjà, avec les Turcs, j'avais beaucoup sympathisé. Et puis Rumi. Rumi, je sentais comme un aimant qui m'attirait. Et donc, quelques temps après, je suis arrivée à Antalya. Et qu'est-ce que je vois? C'était en 2007, en janvier 2007. J'étais chez un ami qui me montre le journal. 2007, année de l'UNESCO, selon l'UNESCO, année de Rumi. Ah, et moi j'étais là, j'arrivais pour commencer ma vie pas en Australie, en Turquie. Et il me dit, mais regarde, ce samedi, les derviches tourneurs seront à Antalya. Ah, émerveillement, on va voir les derviches tourneurs. Je pleure, je fais que pleurer, tellement ça vibrait. Et en fait, voilà, et ça c'était en janvier. J'ai pas tout de suite été embauchée dans une compagnie, donc j'avais du temps. Et là, j'ai compris que le fief, disons, le fief de Rumi, c'était Konya, une ville qui est pas très loin d'Antalya. Donc, ni une ni deux, j'ai pris un billet de bus et je suis allée à Konya. J'y suis arrivée, je sais plus, en mars ou en février. Il faisait gris, il faisait noir, il faisait mauvais. C'était très moche. La ville de Konya est très laide, enfin, comme plein de villes turques. Mais voilà. Et je descends du bus au centre-ville. Et au loin, qu'est-ce que je vois? Je vois la tour verte que j'avais vue en rêve, c'était 3 ans auparavant. Et c'était l'évidence, quoi. Et là, j'ai marché vers cette tour. Et il y a eu une attraction extrêmement puissante, aussi puissante qu'avec mon gourou indien. Et pour moi, c'est un peu comme 2 maîtres qui sont là et pour moi, je suis allée en Turquie pour ça, quoi, pour retrouver cette connexion. Et je suis restée dans ce tekke, autour de la mosquée de Rumi, à me pâmer, comme on dit, ou en contemplation. Vraiment, ça a été une époque de contemplation. Mais c'est peut-être pas la réponse que tu attendais par rapport à ta question. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le soufisme, en tout cas, la voie des derviches tourneurs aussi, qui est un petit peu particulière. Pour moi, le soufisme, c'est ce que Swami Satyananda disait d'ailleurs, le soufisme est basé sur l'islam au niveau parce qu'il faut des noms, il faut des mots, il faut un aspect mental, un aspect un petit peu concret. Le soufisme est basé sur l'islam, tout comme le yoga est basé sur l'hindouisme. On a vu tout à l'heure que le yoga prenait ses racines, disons, dans l'hindouisme, beaucoup d'images aussi dans le yoga, les déesses, les Kali, les Durga, tout ça. Et finalement, le soufisme, c'est un peu l'équivalent du yoga, mais côté islam. Et voilà, que dire de plus? Je ne sais pas.
Est-ce que ça répond à ce que tu voulais? Oui, non, c'était parce que moi, ça m'a fait le même effet quand je suis allée à Konya. Ah oui, super. Je voulais avoir ton expérience. Ah, ça t'a fait le même effet. Ah oui, moi j'ai été absolument subjuguée par les Sublimée, derviches ouais. tourneurs, par le soufisme, par le lieu de Konya. Moi, j'ai pleuré. C'est un lieu vraiment imprégné de quelque chose d'inexplicable, d'inexprimable. Je sais pas, c'est vraiment particulier. Ben, ce qu'on voit en Turquie partout, on voit des petites cartes de Mevlana qui dit Ne olursa olsun, qui que tu sois, attends, comment est-ce qu'il dit? Qui que tu sois comme tu es, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est la tolérance, mais à l'infini. Même si tu as brisé tes promesses 1001 fois, viens, qui que tu sois. Même si tu as tout brisé, viens. C'est l'accueil, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour pur, universel et infini. Et Rumi disait que il se sentait avec un cœur trop petit pour contenir tout l'amour qu'il ressentait. Enfin, oh là là, les poèmes de Rumi, oui. Mais je crois que Sylvain voulait dire quelque chose ou... Ah non, pardon. Ok. Eh ben... Je voudrais juste préciser, quand tu parles du soufisme, ça me rappelle beaucoup le Bhakti Yoga. Oui, tout à fait. Donc pour moi, le Bhakti Yoga serait l'équivalent dans l'islam. Le soufisme, c'est la voie mystique de l'islam, au même titre que le Bhakti Yoga, oui. C'est la voie mystique c'est vrai. de l'hindouisme. Bah oui, tout à fait. Et je ne sais pas s'il parle de science pour les derviches tourneurs, mais en tout cas, la pratique de tourner, c'est assez extraordinaire, parce qu'en fait, ça recentre étonnamment. Ah, mais au même titre que le yoga vient recentrer, tu parlais du laboratoire intérieur, donc vient recentrer. Voilà. Complètement, oui. Ouais. C'est bien de préciser tout ça. Ouais, c'est le Bhakti Yoga, l'aspect derviche tourneur surtout. Parce qu'après, dans le soufisme, il y a tout. Il y a quand même pas mal de théories aussi, pas mal de jnana, si on peut dire, enfin de connaissances, tout un tas de choses auxquelles je connais strictement rien, moi. Moi, j'ai connu un maître soufi en France, mais qui était à un niveau international. Dans les années 80, à l'époque où il y avait beaucoup de maîtres qui se déplaçaient partout dans le monde. Hein. Bon, aujourd'hui, les gens ne se déplacent plus, hein, ou très peu, ou que quelques-uns. Et c'était toujours en lien avec le cœur. Toujours. Ah bah oui, c'est les amoureux, de toute façon. Hein. Voilà, ce sont des amoureux. Les amoureux. Même s'il y avait ce que tu appelles le jnana en soufisme, donc l'aspect connaissance, il y avait c'est l'amour, c'est ça. En trame, toujours l'amour. C'est vrai. Et ça, c'est le soufisme. Ça, c'est vraiment, oui, propre au soufisme. Ils disent que le soufi est un enfant du présent, par exemple, ou un enfant de l'amour. Enfin, tout à fait. C'est fort. Oui, c'est très beau. Très, très fort, très beau. Par rapport à ce que vous disiez au niveau de la loi du dharma, du karma, etc., qu'est-ce que vous pensez du libre arbitre? J'ai pas voulu en parler dans la conférence parce que je me suis dit c'est un sujet un peu gros, mais bon, puisque vous posez la question, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Non, apparemment, Non. le libre arbitre n'existe pas. Voilà, moi je suis d'accord avec ça. Oui. Alors, l'image qui est donnée traditionnellement dans le monde du yoga et que tu dois connaître, Isabelle, c'est qu'en fait, le libre arbitre, l'image, c'est on va rester en Inde, un animal attaché à un cocotier, à un arbre, et le libre arbitre, c'est la longueur de la corde qui nous attache. Et on a l'impression qu'on peut aller où on veut, mais on est lié à la loi du karma. On est limité. Et c'est en fait
le karma C'est ça. qui nous pousse, qui programme, nous en fait. guide, etc. Avec par moments une sensation de choix, mais qui n'en est pas vraiment un, parce que d'où viennent les pensées, d'où viennent les désirs, voilà. Et tout ça, c'est lié à nos tendances, les vasanas, dont je pense que c'était sur une de tes diapos, les vasanas, toutes les tendances. Voilà. Donc en fait, le libre arbitre, il n'existe pas. Donc on peut rêver à une vie où on voyage beaucoup, surtout quand on n'a pas beaucoup bougé. Mais en fait, son chemin dharmique, c'était de voyager. Et pour d'autres, ce sera de ne pas voyager. Voilà. Et moi, c'est des choses quand je me suis retrouvée en Turquie et que j'ai eu cette attraction très forte avec donc Mevlana et tout ça, que j'ai compris en fait, parce que jusqu'à présent, j'avais pas fait le lien avec le rêve que j'avais. Et là, j'ai vu à quel point j'avais été guidée, quoi. Depuis ce rêve de la Tour Verte, c'était visible. Je suis allée voler chez les Turcs, et puis après, je me suis posée ici, et après, j'arrive en Turquie, et après, j'arrive en Konya, et qu'est-ce que je vois? La Tour Verte. Est-ce que j'avais décidé quelque chose là-dedans? Rien. Moi, j'avais cherché du boulot en France, en plus. Et en fait, toute ma vie, ça a été ça. Et ça a été aussi confirmé par des astrologues que j'ai consultés après coup à des moments de ma vie, qui m'ont raconté ma vie, sans me connaître. Enfin, c'est confondant tout ça, hein. C'est assez vertigineux. D'où la réflexion qu'on entend beaucoup, il n'y a pas de hasard. Ah bah oui, voilà. Ça c'est sûr. On est où on doit être. Oui. Et tout ça c'est neutre, il n'y a pas de... Ouais. Eh bien, merci Isabelle pour cette